Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur la télévision Espoir 47 depuis le studio vert à Thiévier. Bienvenue au plateau de l'émission Grand Jury pour ensemble avec nos invités décrypter l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Parlant de l'actualité, elle se concentre autour de 3 points principaux, notamment la grogne sociale, la politique avec le processus électoral et les mouvements constatés au niveau des différents états-majors des partis impliqués dans ce processus et ceux qui, avec les organisations de défense des droits de l'homme, prônent le boycott ou encore l'arrêt du processus électoral. Pour en parler ce matin, nous recevons pour vous 3 invités. Nous avons 2 déjà avec nous autour de ce plateau. Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Magnan Libéré. Bonjour Abbas. Bonjour Rodrigue, bonjour auditeurs et auditrices de la télévision 47. Voilà, nous sommes avec notre deuxième invité qui s'appelle El Hadj Tchaniao Arimiao. Il est le directeur de publication du journal Nouvelle Opinion. Bonjour Tchaniao. Rodrigue, bonjour et bonjour à tous et à toutes ceux qui nous écoutent et nous suivent en ce moment. Et notre troisième invité, il s'appelle Yves Gallet, directeur de publication du journal La Symphonie. Il sera des nôtres incessamment. Je vous rappelle que cette émission peut être suivie à Palimé via les ondes de radio VGK, à Anéro via Radio Lumière et sur le web 2 liens, le www.ebenradio.com pour l'audio et le www.togovision.com pour la visuel. Merci également à toute l'équipe qui nous accompagne ce matin avec à la caméra Sounet, Élise et Kossivi Georges, sans oublier Freddy Patidé à la technique et toutes les équipes des médias partenaires. Ceci étant, nous allons retrouver rapidement Abbas Issaka. Quel regard portez-vous sur l'actualité sociopolitique de notre cher pays meublé par les revendications salariales des travailleurs? Je pense que l'actualité politique devient dense, surtout sociopolitique, ces derniers temps, au moment où les enseignants et les médecins sont on va dire les travailleurs du Togo. Parce que ça se sent de plus au niveau des enseignants et au niveau des médecins. C'est la STT qui a enclenché ce mouvement de grève. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de ce lundi, la STT a décrété ce qu'on appelle le sit-in. Une grève de zèle? Non, sit-in pour 2 jours et après il y aura une grève qui va continuer jusqu'à jeudi, vendredi, donc 3 grèves de 112 heures. Donc, ce qui veut dire que cette semaine sera encore paralysée parce qu'en venant tout à l'heure, j'ai vu des élèves déjà qui déambulent dans la rue puisque les enseignants ne sont pas arrivés, ils ont répondu au mot d'ordre de grève. Mais moi, je ne trouve pas que cette situation-là peut arranger les choses puisque au même moment où certains élèves des écoles confessionnelles et des écoles privées sont en train de faire d'étudier, il y a aujourd'hui, on voit les écoles, les enfants des écoles publiques, surtout qui sont dans les rues et les professeurs ne sont pas arrivés, alors qu'il faut en principe une égalité de chances pour tous les élèves devant les examens. Nous sommes à quelques mois même des examens scolaires. On peut parler à partir de mai, les examens vont commencer. Mais aujourd'hui, on n'est pas, avec ces grèves qui sont enclenchées, on n'est pas devant l'égalité des chances pour tous les élèves, pour la réussite de ce qui se passe. Bien, la dernière fois, nous avons appris qu'à Dapaon, il y a eu des émeutes entre certains enseignants et certaines milices. Bon, on les appelle milices, on n'a pas encore on ne les a pas encore identifiés, mais on les appelle seulement des milices. Les gens sont sortis avec des gourdins cloutés, des machettes et autres pour s'attaquer aux enseignants. Donc c'est une situation qu'il faut chercher à maîtriser tout de suite parce que ça n'est pas... Que ça ne dégénère pas. Que ça ne dégénère pas. Il faudrait mettre le bas à la terre et que les uns et les autres s'entendent. Tout ceci là, c'est par rapport aux revendications de la CSTT. La STT dit qu'elle a déposé plus de 8 points de revendication et qu'elle entend seule négocier avec le gouvernement en l'absence des autres centrales syndicales. Donc il faudrait que les centrales syndicales ne soient pas présentes lorsqu'elles vont discuter de leurs 8 points de revendication qu'elles ont déposés. Bon. Tout ceci là, je pense que ça peut être négociable. Les gens n'ont qu'à s'entendre. Si le gouvernement peut les recevoir et discuter comme il a l'habitude de le faire quand il y a des gens qui posent des doléances,
Et le gouvernement a l'habitude de les recevoir un à un avant de les mettre ensemble pour trouver une solution durable. Sinon, dans ces conditions, on risque d'aller toujours de grève en grève et que ça va pénaliser beaucoup plus les élèves et les parents d'élèves. Voilà, Tchaniao Arimiao, le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui avec la synergie des travailleurs du Togo qui observent aujourd'hui un sitting entre 8h08 et 11h11. Demain, mardi, va démarrer une grève de 72 heures qui finit jeudi et vendredi, un second jour de sitting entre 8h08 et 11h11. Donc, on parle déjà de la paralysie de l'administration, on parle déjà de troubles au niveau du système éducatif et au niveau de la santé. Avec ça aujourd'hui, que pensez-vous qu'il faille faire pour que la sérénité regagne la maison, pour qu'on puisse aller tranquillement et dans l'apaisement à un scrutin sans heure? Je pense que ça fait déjà plus de 3 mois que l'atmosphère sociale au Togo est polluée et hypothéquée de temps en temps par ces grèves à répétition. Et ça me donne l'impression de me retrouver dans les années 90 où le pays avait totalement été bloqué à cause des grèves, certains qui avaient un sens et d'autres qui carrément n'avaient pas de raison. Et aujourd'hui, moi je crois que le pays a avancé, le Togo avance. Et au niveau de la condition des travailleurs, on reconnaît qu'il y a eu des efforts qui ont été faits également. Et pendant que beaucoup reste aussi à faire. La période que nous traversons aujourd'hui, c'est une période très sensible parce que c'est une période qui précède à une élection capitale dans la vie du Togo. Les politiques, au même moment que le social s'agite, sont en train de s'apprêter pour aller aux élections le 15 avril prochain. C'est vrai, votre question, elle a droit d'être. À partir du moment où nous avons une élection et que le côté social ne marche pas, il y a raison qu'on s'interroge. Mais je crois que ici, tout à l'heure, mon confrère Magna l'a souligné, beaucoup, c'est la STT qui crée un peu le problème. Tous les travailleurs togolais, à mon avis, reconnaissent humblement le grand travail que la STT a toujours abattu. Tous les travailleurs reconnaissent que grâce à la STT, il y a eu beaucoup de choses qui sont venues à leur actif. Et c'est cela d'ailleurs qui explique la grande confiance que tous lui vouent. Mais au même moment, lorsque nous sommes dans une nation comme celle-ci et qu'on a des revendications légitimes à faire, moi j'ai beaucoup peur. Aujourd'hui, nous avons vu que la grève a pris et il y a d'autres séries qui s'annoncent. J'ai beaucoup plus peur que lorsque les gens vont continuer par marteler sur les mots d'ordre de grève et que par hasard, ces grèves-là vont tomber d'elles-mêmes en désuétude, la stratégie en ce moment aura échoué. En toute situation, je le dis et partout quand j'en ai l'occasion, je le répète, il faut que les gens privilégient le dialogue. Ici, le gouvernement a bien voulu discuter. Mais au même moment, on dit qu'on ne voudrait pas que les autres centrales s'associent aux discussions. Cela se comprend. Peut-être qu'au niveau de la STT, les gens pensent que lorsqu'on aurait associé les autres centrales, on irait peut-être au vote lorsque les discussions vont atteindre un niveau où il faut départager les gens. Il aurait peut-être à voter que d'autres vont aller s'associer pour mettre la STT peut-être en minorité. Mais moi, je crois qu'avant tout, c'est le Togo que nous devons regarder. Lorsque tout à l'heure, mon confrère Magna a souligné que dans les écoles privées, les gens continuent par aller à l'école et que nos enfants qui sont dans les écoles publiques doivent rester à la maison, il faut que ceux qui lancent les mots de grève et ceux qui sont notamment au niveau de l'éducation et de la santé essayent de voir le Togo. Et lorsqu'on parle du Togo, nous parlons de notre avenir. Lorsqu'on parle du Togo, nous parlons de nos propres familles. Donc, revendication, oui, mais préservons quand même la vie et le lendemain de nos enfants.
Préserver la vie et le lendemain de nos enfants, je crois que c'est le grand souci qui anime les parents d'élèves jusque-là qui ne se prononcent pas tellement dans cette situation. Mais aujourd'hui, la grande question également, Abbas Issaka, il faut le préciser ou il faut peut-être la poser comme question. Quel est alors cet avenir de nos enfants? Je rappelle qu'entre-temps, notre troisième invité, Yves Gallet, directeur de publication du journal La Symphonie, est arrivé dans nos murs. Donc, va prendre place. Mais avant de le retrouver, la question, elle est adressée à Abbas Issaka. Oui, l'avenir de nos enfants. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui se passe est trop inquiétant. Lorsqu'il y a des enfants qui vont à l'école et d'autres qui ne le font pas, et lorsque vous prenez la situation actuelle que nous vivons, depuis que la grève de la STT a commencé, les grèves de la STT ont commencé, et que les élèves vont faire sortir leurs camarades des écoles privées, des confessionnels. Et lorsque des enfants, quand vous les voyez dans les rues déambuler, et des fois même vous les retrouvez au niveau des jeux qu'ils sont en train de faire, donc ce qui veut dire qu'ils sont totalement démobilisés aujourd'hui par rapport à la scolarité. Et lorsque l'élève est démobilisé, il est démoralisé, et ça conduit à une conséquence très grave, c'est que c'est la délinquance juvénile qui va commencer en ce moment. Donc il faut faire de telle sorte que les élèves, la jeunesse qui est l'avenir du pays, l'avenir du développement du pays, ne tombe pas dans ces genres de problèmes. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut faire tout et tout pour trouver les solutions aux problèmes posés par les syndicalistes. Les gens posent un problème. Si on n'a pas les moyens qu'on reconnaît légitime. On reconnaît trop légitime même, parce que aucun travailleur ne peut accepter travailler et vivre dans la misère. Donc, tel que ça y est, il faudrait faire de telle sorte que les problèmes posés puissent trouver à petits pas les problèmes. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts ces derniers moments où, lorsque la STT a lancé sa grève, il y a eu des augmentations de salaire, il y a eu des problèmes de les 20 000 et 30 000 qui ont été ajoutés à des salaires. Aujourd'hui, on demande par rapport aux 280 points. Le gouvernement n'a qu'à rester pour calculer avec la STT, voir si réellement les 280 points-là qu'on demande sont réellement ce qu'on veut, ou bien il y a autre chose à donner. Donc s'il y a autre chose, on discute. Parce qu'on dit souvent que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si le gouvernement, nous sommes en train d'organiser les élections, et c'est ce fonds propre que le gouvernement organise les élections, le gouvernement peut justifier, donner des raisons que si il y a ce problème de mésentente, c'est parce que les moyens qui sont là ne sont pas totalement suffisants pour satisfaire à tous vos besoins, à toutes vos revendications. Parce que lorsqu'on va à une revendication, on met la barre haute. Et celui, à votre employeur que vous demandez, il va dire que voilà ce que nous avons à vous soumettre. Donc, au cours des discussions, ils vont s'entendre sur un certain nombre de points qui va calmer la situation. Parce qu'on ne peut pas obtenir en même temps ce qu'on demande dans les médias. C'est pas à pas qu'on le fait. Lorsqu'on prend la situation des fonctionnaires, qu'on compare avant 3 ans, ce n'est pas la même que nous vivons aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu des améliorations, des négociations. Le gouvernement a été appelé sous la pression des revendicateurs de la STT à s'asseoir et discuter pour trouver des solutions. Moi, je pense que la STT aussi, qui a mis en branle ces grèves, je ne sais pas quand ça va finir, parce que finalement, si les grèves continuent comme ça, nous avons vu comment ça s'est passé en 92. Justement. Lorsqu'on a lancé le mot d'ordre de grève générale illimitée et non négociable. Lorsqu'on a dit non négociable, on a vu là où nous sommes arrivés. Et aujourd'hui, on parle aussi, la STT a quitté la table de négociation. Elle demande que ce soit elle seule qui discute avec le gouvernement. Et les grèves sont lancées. Cette semaine, on va être dans les grèves. La semaine prochaine, on ne sait pas comment ça va se passer, parce qu'après une trêve d'une semaine, on a encore recommencé.
on dit, s'il n'y a pas de négociation, où est-ce que nous allons avec ces grèves? C'est la grande question qu'on se pose. Il faut rappeler quand même que cet après-midi, si tout va bien, la Synthèse des travailleurs du Togo sera en assemblée générale à Lomé. Et à l'heure où nous parlons, avant de donner la parole à Yves Gallet de la Symphonie, il faut préciser que la ville de Dapaon est en ébullition et échauffourée, donc entre les élèves et les forces de l'ordre. Yves Gallet, bonjour et bienvenue au plateau de l'émission Grand Jury. Bonjour Rodrigue et bonjour auditeurs et auditrices du Grand Jury. Voilà, nous sommes en train d'analyser la situation. On nous apporte un plus avec précision. La ville de Dapaon, qui il y a 2 ans a déjà connu de tristes événements soldés par la mort de 2 enfants qui ne demandaient que leurs enseignants ou bien du moins les cours. Aujourd'hui, cette même ville est en train de retrouver les pas d'il y a 2 ans. Oui, et malheureusement, c'est pour la même cause. Il y a 2 ans, c'est la STT qui a provoqué cette situation. Et aujourd'hui, on se retrouve encore dans les mêmes situations. Et c'est vraiment déplorable parce que ce n'est pas une situation qui fait la promotion de l'éducation de nos jeunes. Et quand on sait que l'avenir du Togo est entre les mains des jeunes et qu'on est en train de traverser cette zone de turbulence, et il est fort à déplorer. Pour les événements de Dapaon, disons que les confrères ont déjà parlé du radicalisme sur fond d'exclusion de la STT. Et je crois que c'est ces facteurs-là qui sont en train de provoquer encore une situation à Dapaon. Et figurez-vous que le samedi, les autres centrales syndicales avaient voulu tenir une assemblée et elles ont été empêchées par la STT, les membres de la STT. Et donc le lendemain, en même temps le dimanche, les membres de la STT aussi sont revenus sur les mêmes lieux pour tenir une réunion. Donc logiquement, les premiers qui ont été empêchés sont revenus pour les chasser aussi. Donc il s'en est suivi un bras de fer, un affrontement. Et ça s'est terminé. Qui s'est terminé par des blessés. Les gens sont admis à l'hôpital. Jusqu'à ce matin même, les gens sont encore à l'hôpital. Donc vous voyez que cette politique d'exclusion de la STT continue toujours par faire mal au peuple togolais. Le Togo est pris en étau aujourd'hui, pour décortiquer plus en profondeur cette situation de la STT. Le Togo est pris en étau entre 2 fronts qui entretiennent un certain radicalisme. Et ces 2 fronts-là, c'est le gouvernement et la STT. Et le radicalisme du gouvernement, ça peut s'expliquer d'une manière plus ou moins rationnelle. Et le gouvernement estime que jusqu'à un certain seuil, il a fait des efforts qui devraient être reconnus. Mais la STT ne reconnaît pas ces efforts et voudrait que le gouvernement fasse davantage. Bon, mais finalement, à vous, avant de retrouver Tchaniao pour la question, ce qu'on ne comprend pas, il y a quelques jours, on a retrouvé quand même 2 ministres sur les écrans de la télévision nationale qui ont tenu à expliquer les raisons qui poussent le gouvernement à être radical sur sa position. Et par après, pas plus qu'hier, on a encore reçu sur une radio de la place la coordination de la synergie qui également a expliqué. Maintenant, qui fait fausse route dans toute cette situation finalement? Oui, c'est-à-dire que tu as très bien posé le problème, Rodrigue. C'est la politique de communication du gouvernement qui fausse aussi les données à quelque part, à mon humble avis. C'est-à-dire que quand vous vous adressez à des gens qui sont des partenaires sociaux, il y a des gens dans ce groupe qui se considèrent comme qui sont des docteurs, des professeurs et qui se considèrent que peut-être à quelque part ils sont mieux nantis intellectuellement, ils méritaient mieux même le portefeuille de ministre s'ils voulaient vraiment embrasser la carrière politique. Donc quand vous, ministre, vous voulez vous adresser à ces genres de personnes, il faut savoir utiliser, il faut savoir choisir les mots à utiliser. Quand vous faites un développement et vous terminez par des gens responsables ne devraient pas se comporter comme ça, ça veut dire qu'indirectement, ceux-là, ils considèrent qu'ils sont irresponsables. Vous les traitez d'irresponsables. Donc ils sont du coup braqués sur leur position. Donc moi je crois qu'au niveau du gouvernement, il faut essayer de revoir la politique de communication autour de cette situation. Et bon, maintenant pour la STT, je crois que la STT a poussé le gouvernement jusqu'à son dernier retranchement
en posant au préalable mal le problème des revendications. Dans un premier temps, il posait le problème en des termes tellement techniques que même les travailleurs et nous-mêmes, journalistes, à un moment donné, on était dans la confusion, on ne comprenait rien. On parlait de points d'indice, on parle de 280 points, et le gouvernement qui dit 140 points, le gouvernement qui fait intervenir des spécialistes qui expliquent point par point les détails techniques. Ils sont un peu divergents par rapport à ce que la STT dit. Très bien. Donc la STT était d'accord que... Mais au même moment, la STT brandit un document produit par le gouvernement avec l'aide des partenaires. On parle des techniciens du ministère des Finances, les techniciens de la fonction publique, qui ont sorti un document, un rapport sur lequel il y a bel et bien les 280 points. Oui, les 280 points là. En tout cas, bon, c'est depuis hier que moi j'ai finalement compris la revendication principale de la STT. Il parlait de 30 000 francs ajoutés à la grille salariale. Moi, je crois que s'ils avaient posé le problème de cette façon depuis, on aurait beaucoup plus avancé sur le terrain des négociations. Peut-être, comme vous l'avez dit, il doit y avoir un problème de communication quelque part. Mais Tchaniao, aujourd'hui, toute la réalité est là. Abbas a parlé d'accords qui n'ont pas été respectés, si je reprends un peu en somme, et ce qui pousse la synergie à rester sur la même lancée depuis 3 ans que cette synergie a vu le jour. Aujourd'hui, quand je prends l'événement de Dapaon ou bien les événements de Dapaon, tel que Yves l'a expliqué tout à l'heure, est-ce qu'on ne sent pas un tout petit peu qu'au niveau des autorités locales, il y a peut-être une prise de position en faveur d'un camp ou bien peut-être un laisser-aller dans la responsabilité à eux confiée, puisque nul n'est censé se régler les comptes. Les autorités sont là pour assurer la protection civile. Oui, ce que je voulais dire par rapport à ce qui s'est passé à Dapaon ou ce qui se passe actuellement, moi je crois qu'au Togo, il faut qu'on ait le courage de le dire. Nous faisons trop de la politique. Nous avons fait trop de la politique et on continue par déverser la politique dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie de notre pays. Vous voyez, les écoles également sont politisées aujourd'hui. Vous allez dans une école, vous voyez les enfants qui, au lieu d'étudier, ont des associations, qui sont affiliés à des partis, qui ont des idées, et ces enfants, ils ne sont pas là forcément pour les études. Vous voyez que l'année passée, malheureusement, c'était à Dapaon que les mêmes faits s'étaient produits. Cette année, les mêmes faits et les mêmes erreurs, peut-être, reprennent dans les mêmes conditions. Et je crois qu'on parle d'affrontement entre la police et les élèves. Mais ces élèves qui affrontent, ou la police qui affronte ces enfants-là, c'était pourquoi? Posons-nous la question. Qu'est-ce que les élèves sont en train de vouloir faire? Et la police vient les affronter? Ou qu'est-ce que la police voudrait faire? Et les enfants viennent maintenant bloquer la police et ça crée un affrontement. Donc moi je vais parler dans les détails. J'ai dit que les Togolais ont déjà trop, beaucoup de choses à faire que forcément d'être politiciens. Malheureusement c'est ce que nous vivons. Et par rapport à tout ce qui se passe au côté social, par rapport au gouvernement et la STT, moi je crois que Magnan l'a dit, mon confrère Yves Gallet l'a dit également, il y a quelque chose peut-être qui camoufle une réalité que les populations que nous sommes ne comprenons pas. Moi, je sais que le gouvernement, je l'ai toujours dit, et chaque fois que l'occasion s'y prête, je le dirai, le gouvernement a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Également, la STT a sa part de responsabilité. Au niveau du gouvernement, par exemple, moi je trouve qu'on manque d'anticiper. J'ai l'impression, ça me donne l'impression qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils ont conscience des préavis de grève, lorsqu'ils ont conscience des plateformes que les gens introduisent pour revendiquer des choses, ils attendent. On ne me dira pas que la première fois que la STT a lancé sa grève, il n'y avait pas de préavis. Un bon matin, la STT s'est levée et dit « Nous grèvons ce matin ». Non. Il y avait un préavis. Si vous voulez un peu de précision pour non, le début. Je veux parler de la première grève qui a commencé et que nous allons de série en série. La STT aurait prévenu et les gens auraient peut-être négligé de discuter. Et là, ça permet, si vous anticipez, vous savez que dans ce secteur de la nation, il y a cette fumée-là qui sort. Vous n'attendrez pas que le feu commence par brûler. Vous avez vu la fumée parce que vous connaissez les problèmes. Dites ce que vous pouvez. Je l'ai toujours dit. Dans aucune société,
on ne dira pas que les hommes n'aspirent pas vers le meilleur devenir. Nous-mêmes ici au plateau, nous cherchons, nous avons des envies, nous avons des ambitions. Et c'est la même chose chez les travailleurs. Le gouvernement a fait des efforts, Magnan l'a souligné. Mais moi-même, si vous me donnez 100 000 ce matin, cela ne veut pas dire que parce que j'ai 100 000, je vais croiser les bras et cesser de chercher à en avoir plus. Les travailleurs sont dans une revendication légitime. Le gouvernement, lui, il ne réagit pas comme ça parce qu'on lui demande. Quand on gouverne, il y a la planification, il y a un programme conçu. Et c'est ce qui fait que le gouvernement tout dru ne donne pas immédiatement ce que les travailleurs réclament. Alors, il faut que les deux se retrouvent, que chacun dans son camp mette de l'eau dans son vin, qu'on essaye de faire marcher la nation togolaise. Parce que si jusqu'à ce jour, le gouvernement ne dit rien, ne serait-ce que voilà vos revendications, nous avons même signé tel accord, nous avons même signé tel document, mais messieurs des syndicats, messieurs les travailleurs, s'il vous convient, nous pourrons faire ça, nous ferons ça, et pendant ce temps, nous ferons ceci. Jusqu'à tel moment, on aurait épuré tout, et le pays et l'administration reprendront, les gens trouveront qu'on les écoute. Mais si on ne leur dit rien, je pense que les gens vont durcir leur position. Il va dire tout à l'heure que c'est la communication qui résout tout. Moi, je vous demande quelque chose. Je crois être dans la légitimité de vous demander ça. Vous ne me répondez pas. Vous ne me dites rien. Même si je trouve un caillou, je dis, mais celui-là, il me prend pour un fou. Donc, moi, je crois que des deux côtés, il faut trouver une formule. Mais au même moment, je reviens pour dire que les gens qui veulent avoir une situation décente ne doivent pas, parce qu'ils veulent une situation décente, troubler toute la nation et créer des pertes en vie humaine. C'est par rapport à ça que je voudrais dire que ceux qui s'engagent dans la voie de la grève, nos limites, ceux-là peuvent trouver une formule de discuter, de faire table rase et d'aller à la négociation. Parce que tout ce qu'on fera, on ne trouvera aucune solution sans qu'on revienne pour dire qu'on est revenu à la table de discussion. Le gouvernement le sait, la STT le sait, tous les travailleurs le savent. Donc que tous les Togolais conviennent à ce qu'on trouve le minimum de consensus autour de la question pour que le pays avance. On vous a assez compris. Avant de retrouver Yves Gallet, c'est vrai qu'à Abbas, on a peut-être eu croire avoir un peu d'accalmie quand sur la base d'un courrier envoyé par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire demandant d'identifier les agents qui ont cumulé 10 jours de grève et au même moment d'identifier ceux qui voudraient ou les Togolais qui sont prêts à exercer la profession enseignante. C'est ça qui a été peut-être ce qu'on peut appeler dernier goutte à déborder le vase et nous en sommes là aujourd'hui. Oui, c'est ce qui a fait déborder, la goutte d'eau qui a débordé le vase parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, les responsables de la synergie faisaient l'objet de menaces. Et aujourd'hui, ce n'était pas officiel comme ça. Aujourd'hui, on sort un communiqué qui dit que tous ceux-là qui ne vont pas, on n'a qu'à identifier ceux-là qui sont en grève et que déjà on a déjà positionné même des enseignants volontaires qui vont prendre leur place. Ça fait beaucoup de choses parce que vous n'êtes pas sans savoir quand c'était dans les années 97, 98 ou jusqu'en 2000 où les enseignants en grève avaient été illico presto remplacés par d'autres enseignants et vous avez vu comment l'éducation est devenue parce que un enseignant est recyclé d'abord avant d'aller donner des cours. Il est formé. On ne peut pas prendre à la levée des gens comme ça en pleine année scolaire et dire qu'on va les remplacer par ceux-là qui sont en train de choses. En le faisant, je ne pense pas qu'on est en train de régler les problèmes. En le faisant, on multiplie autrement les problèmes parce qu'on ne peut pas donner de la Nivaquine lorsqu'on a besoin de prendre une piqûre de choses. Donc, il faudrait s'asseoir et régler ce problème-là. La revendication est là. Qu'est-ce qui prouve que ceux-là qui vont venir, et ceux-là ne vont pas revendiquer un jour parce qu'ils aussi sont des personnes. Ce sont des gens qui vont enseigner, qui vont prendre la craie, qui vont avoir aussi des primes de craie, qui seront aussi dans la même situation que ceux-là qui revendiquent. Aujourd'hui, si demain aussi ils commencent par revendiquer les 140 points, les 280 points, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va dire que on vous a fait faveur avant de vous prendre ici. Ce n'est pas la peine. Il faut chercher à résoudre le problème qu'il y a
et faire de telle sorte que les enfants aillent à l'école dans de bonnes conditions. Les enseignants et l'ensemble des travailleurs de l'administration qui demandent qu'on leur donne ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent. Mais qu'on négocie, parce que quelle que soit la longueur de la grève, même si les gens vont se tirer dessus avec des armes, ils finiront toujours par s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions. Donc, il vaut mieux aujourd'hui chercher à négocier que de menacer des gens de sanctions ou bien de renvoi et de remplacement, qu'on va les remplacer. On ne peut pas remplacer des enseignants en plein... Quelle éducation on va donner à nos élèves? Les gens qui vont venir... Aujourd'hui, on dit même qu'il y a un manque de professeurs dans certains établissements. Quand on forme ces volontaires-là, qu'on les envoie dans ces établissements, au lieu de chercher à les remplacer par ceux-là qui existent et par ceux-là qui enseignent. Donc, ce qui veut dire que si on renvoie les enseignants aujourd'hui, on les remplace par d'autres, est-ce qu'on va aller dans les hôpitaux, renvoyer aussi les médecins et les infirmiers pour dire qu'ils sont en train de faire grève, on les remplace par d'autres personnes? Ce n'est pas normal. Il faut chercher à trouver une solution, amener-les à discuter. Aujourd'hui, la SCT, la synergie, est en fait la centrale la plus légitime parce que elle a une base solide qui la soutient. Si les autres, les 6 centrales syndicales sont aujourd'hui en désuétude, c'est parce qu'elles n'ont plus la confiance de la base. Aujourd'hui, ceux avec qui ont la confiance de la base, il faut discuter avec eux. S'ils disent de discuter, il faut discuter. Après, on appelle l'ensemble des centrales syndicales, on pose le problème parce que, après tout, la synergie ne demande pas pour elle seule. Elle demande pour l'ensemble des travailleurs. Ceux-là qui sont dans les autres centrales syndicales, je ne pense pas qu'ils sont aussi dans l'administration. Parce qu'on retrouve les syndicats de transporteurs au niveau des centrales syndicales. Donc si aujourd'hui ceux-là qui sont dans les autres syndicats, CNTT, STT et autres, se retrouvent, et on dit c'est pour le bien-être des travailleurs togolais, mais pourquoi aller s'opposer à ça? Donc la synergie ne lutte pas pour elle seule, mais pour l'ensemble des travailleurs. Donc, si on trouve une solution, on les rassemble et on dit voilà ce que nous avons trouvé, mais pas à pas, nous allons continuer par améliorer les conditions de vie. On ne peut pas se taire et la situation va continuer par pourrir ainsi. Voilà, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Dit-on, on va terminer avec Yves Gallet qui voulait réagir. Oh oui, c'est-à-dire je voudrais faire une précision, c'est-à-dire que le gouvernement hier était habitué à mener des discussions avec des centrales syndicales qui étaient moins rigoureuses, qui étaient moins radicales. Qui disaient oui à tout bout de champ. Oui, et bon, entre griffes, qu'on arrivait par quelques formules à corrompre facilement. Mais aujourd'hui, ils sont en face d'une nouvelle race de syndicalistes. Et donc, j'ai compris que le gouvernement n'a pas pu prendre la mesure de la situation. Et prévu cette situation. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est de nouvelles personnalités avec de nouvelles mentalités. Et donc, il faut arriver la nouvelle démarche. La stratégie ça, à la nouvelle donne. Oui, à la nouvelle donne. Donc, le gouvernement n'a pas pu faire ça. Bon, et pour terminer, moi, je crois qu'il faut condamner avec la dernière vigueur la politique d'exclusion de la STT. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on discute avec la STT. Vous avez suivi tout à l'heure à Basse, même en politique, si vous permettez, même en politique, on en a vu. Quand par exemple, à l'époque, on appelle au dialogue, l'UFC dit je ne viens pas, si l'ANC est là, l'ANC dit je ne viens pas, si l'UFC vient, mais on voit quand même des partis politiques défiler individuellement à la primature avant un grand jour où on les rassemble. Donc il y a un travail de fond. Est-ce qu'on ne peut pas procéder ainsi aujourd'hui? Oui, si la STT décrète ça, moi je crois qu'il y a un problème. La STT dit que pour rien au monde, elle ne discutera pas avec le gouvernement tant que... En présence des 6 centrales syndicales. Oui, en présence des 6. Moi, je crois qu'il y a un problème très, très, très grave là-bas qu'il faut régler en amont. Et dire que... bon, puisque ce que la STT est en train de réclamer, c'est une revendication commune qui est commune à toutes les centrales syndicales, à tous les travailleurs. Donc, je ne trouve pas qu'aujourd'hui, les revendications portées par les autres centrales syndicales diffèrent de celles portées par la STT. C'est pour la même cause, c'est pour les mêmes revendications. Il faut que la STT soit flexible sur ce point pour discuter avec les autres autour de la même table de négociation. Moi, je n'encourage pas cette politique d'exclusion de la STT. Voilà, Tchaniao Abbas a dit tout à l'heure qu'on doit discuter avec la centrale qui a une base derrière. Et selon nos informations, on apprend quand même qu'il y a des syndicats qui seraient en train d'être désolidarisés ou bien du moins bouder un tout petit peu les 6 centrales syndicales pour se verser dans la base de la STT.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je crois qu'il faut qu'on ait le courage de reconnaître les choses telles qu'elles sont. Le pays, le Togo, depuis 1990, où nous avons embrassé la voie démocratique, a fait du chemin. Les mentalités ont changé. Beaucoup de choses, même les politiciens, si vous les approchez, les plus nantis qui vont sur le terrain, ils vous diront que le mensonge que vous servez il y a 10 ans, le même mensonge, vous le servez à quelqu'un aujourd'hui dans les tréfonds de ce pays, il vous l'accepte le matin, mais jusqu'à midi, c'est que c'est du mensonge. Et donc, l'expérience là est aussi à tous les niveaux, y compris au niveau des centrales syndicales. Au début, quand vous m'avez posé la question, j'ai dit ici que tous les travailleurs togolais reconnaissent en la STT le grand travail que cette centrale a abattu pour eux. On ne peut pas dire que depuis que la synergie existe ou depuis que le président, je vais donner l'exemple de Faure, depuis qu'il est là il y a 10 ans, moi j'ai dit et je le redis partout que le Togo revenait de très loin. Il ne faut pas que nous oublions que les Togolais couraient derrière les arriérés de salaire. Aujourd'hui, les salaires sont stabilisés. Moi, je ne connais pas les bulletins de paye des gens, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a des primes qui n'existaient pas sur les bulletins qui existent aujourd'hui. Il y a des avantages qui existent aujourd'hui. Tous les travailleurs le savent. Et j'ai précisé que lorsqu'on est être humain, on aspire toujours vers un meilleur devenir. Donc, on voudrait avoir tous les droits. Les droits, c'est déjà l'ensemble de ces revendications-là que la STT pose. Mais par le passé, qu'est-ce qui a amené la création de la STT? Parce qu'il y avait plusieurs syndicats, il y avait plusieurs centrales. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, si la STT demande aux gens de gréver et les gens grèvent, c'est que derrière la STT, il y a un monde. On ne peut pas lui nier cela. La STT a acquis plus de confiance des travailleurs par rapport aux autres syndicats qui existaient. Peut-être que la façon dont ces syndicats avaient négocié par le passé, Yves l'a souligné, ça n'inspirait pas confiance. Mais je dis que l'exclusion, telle que Yves l'a dit, ne doit pas exister. Si la STT, aussi bien que les autres syndicats, savent qu'ils sont en train de chercher un bien commun à tous les travailleurs, qu'ils se mettent tous ensemble pour se donner davantage la force. Mais la crainte, je la connais. La STT ne veut pas qu'on lui applique le jeu démocratique qui veut que lorsque vous êtes 6 et que vous ne vous départagez pas sur un point, on peut passer au vote. Et là, si les autres centrales sont présentes et que devant le gouvernement, le problème est posé et qu'il faille voter suivant les règles démocratiques, la STT risque peut-être de se retrouver minoritaire et elle trouvera que c'est l'ensemble des syndicats. Et ça va parce que ça va les empêcher d'évoluer dans l'ardeur qu'ils se donnent. Mais moi, je crois que ce n'est pas une raison pour exclure. D'autant plus que nous n'en sommes pas au point que j'évoque. Il faut que la STT permette à toutes les centrales de la rejoindre autour du gouvernement pour trouver la solution aux problèmes qui concernent tous les travailleurs. Si vraiment chacune de ces centrales-là sait ou a en son fort intérieur qu'elle défend les intérêts de tous les travailleurs du Togo. Et puis je voudrais qu'on arrive au point où les revendications de la centrale, ce ne sont pas forcément pour seulement les gens de la santé, ni pour les enseignants. Il y a d'autres secteurs de l'administration où, je crois, la grève marche. Donc, il faut absolument que les gens comprennent qu'on ne peut pas faire silence quand le social, dans son ensemble, est en ébullition et qu'il faut que ceux qui vont discuter n'aillent pas tromper le chef de l'État. Comme quoi, nous avons la maîtrise de la situation. Comme quoi, il n'y aura aucun problème. Alors que les grèves vont de jour en jour. Donc, il faut dire exactement ce que c'est. Et surtout, expliquer aux travailleurs, ils sont togolais,
moi je crois qu'ils comprendront qu'on leur explique ce qu'on peut faire. Ou bien, on ne peut rien faire, mais qu'on leur dise que nous pourrons faire après, ou bien pendant ce moment, on va arrêter les discussions, évoluer et revenir à la discussion de ces questions précises-là. Et le pays avance. On vous a assez compris. Peut-être aussi faudra-t-il lancer un appel aussi central syndical, aussi de peut-être revenir voir le syndicalisme, ou peut-être au niveau de la STT aussi, de revoir aussi le syndicalisme. Au gouvernement également, de jouer son rôle de gouvernement pour que le pays puisse connaître l'apaisement. Mais avant de passer à la politique, je rappelle qu'avec insistance, les précisions reviennent de Dapaon. Ce n'est pas vraiment très facile à vivre ce matin entre les élèves et les forces de l'ordre. Nous y reviendrons. Nous allons parler politique dans ce rendez-vous de l'émission Grand Jury. On va démarrer avec Abbas Issaka. On connaît le positionnement désormais des 5 candidats sur le bulletin de vote. En gros, on trouvera Jean-Pierre Fabre de CAP 2015. En deuxième position, on trouvera Maître Tchasouna Traoré du MCD. En troisième position, il y a Komandega Tama du NET. En quatrième position, il y a le professeur Tchabouré Aimé Gogué de Adi. Et en cinquième position, au bas donc du bulletin, il y aura Fort et Sozimna Nyasimbe de UNIR. Ce qui veut dire à Basse que la compétition est dans un tournant décisif aujourd'hui. Oui, la compétition est engagée du moment où le placement sur le bulletin de vote a été fait. Ça, c'est le tirage au sort qui doit se faire, qui est fait. Et c'est ainsi que le bulletin de vote va être présenté. Vous savez que nous avons un bulletin de vote unique. Donc, ça va commencer par Fabre et terminer par Fort Nyasimbe. Ça commence par F, ça termine par F. Donc, c'est déjà lancé et on ne peut rien. Et désormais, même au niveau de la HAC, ce serait certainement le passage des candidats sur les antennes, des médias publics, des médias officiels. Donc, le processus est enclenché. Quels que soient les cas, nous avons encore un mois devant nous. Moins d'un mois, parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 16 mars et que le scrutin va avoir lieu le 15 avril. Donc, c'est déjà entré dans sa phase finale. On est en train de faire on a affiché les fiches. Le fichier électoral. Pour que les gens puissent aller vérifier. La dernière fois, le chiffre brut donné par le président de la CENI était de 3 500 et quelques mille votants qu'on a enregistrés. Mais en entendant des réclamations et des revendications pour enlever les doublons, c'est le chiffre brut qui a été donné. En attendant que les gens aillent vérifier sur ces listes pour corriger les noms ou pour enlever les étrangers avec des preuves ou pour faire dégager les mineurs et autres, pour le moment, le chiffre brut nous donne plus de 3 500 000 votants. Ce qui veut dire que le processus est enclenché et que pour le moment, rien ne peut l'arrêter puisque nous sommes à un mois. Et en moins d'un mois, en moins d'un miracle également, on va aller aux urnes le 15 avril pour élire le prochain président de la République togolaise. Processus enclenché, personne ne peut l'arrêter, c'est ce qui se dit, mais au même moment, il y a le Front Tchoboué et la synergie des organisations de défense des droits de l'homme qui, après 2 jours de sitting, devant le siège de la CENI, ont animé un meeting à Agoy, un autre meeting à Kassi. Mais ceux-ci sont déterminés à tout faire, à tout mettre en œuvre pour que le processus soit arrêté, pour qu'on retourne à la Constitution de 1992, pour mettre en application immédiatement l'article 59 qui, en son alinéa 2, stipule qu'en aucun cas, nul ne peut faire au-delà de 2 mandats. Yves Gallet, ainsi va la politique aujourd'hui à quelques semaines de l'échéance capitale, la présidentielle du 15 avril prochain. Oui, moi je crois qu'il faut se réjouir que dans notre pays aujourd'hui, que les gens aient la capacité de manifester leur mécontentement à n'importe quel moment. Ça, c'est la vitalité de la démocratie. Il faut s'en réjouir. Donc, le Front Tchoboué est dans une dynamique de boycott, d'arrêt du processus. C'est vrai que ce n'est pas réaliste, ce n'est pas pragmatique, mais on ne peut pas leur refuser cette dynamique-là. C'est bien parce que, quoi qu'on dise, c'est une très bonne marque de la vitalité de notre démocratie. Le processus est enclenché. Nous sommes arrivés à un point où il y a moindre possibilité que le processus s'arrête.
Donc, pour ceux qui continuent par militer en faveur de l'arrêt de ce processus-là, je crois que ça tombe aujourd'hui dans les illusions. Cela ne peut plus être possible. Donc, à moins d'un miracle. À moins d'un miracle, oui. Parce que tout est possible en politique, on ne sait jamais, quoi. On se souvient lors des législatives, on s'approchait de la date quand on a ouvert dans la foulée un dialogue de 4 jours. C'est ça. Donc, je crois que ce à quoi nous tous nous devons travailler aujourd'hui, tous les acteurs précisément, c'est que ce processus-là aille à terme en paix et que les démons de la violence ne se réveillent plus. Et je crois que nous gagnerons beaucoup plus à œuvrer davantage sur ce secteur, beaucoup plus que de créer des situations de confusion, de créer des situations d'insurrection, parce qu'au bout du rouleau, forcément nous devons élire un président. Et comme le processus est ainsi enclenché jusqu'à ce seuil, il faudrait que nous puissions l'accompagner et qu'on y arrive le 15 avril. Quelques jours ou semaines auparavant, on croyait que c'était seulement les hommes politiques, les organisations de défense des droits de l'homme et autres personnes qui étaient intéressées par la chose politique dans notre cher pays, le Togo. Mais nous étions quand même dans la semaine passée où des élèves et étudiants constitués en un collectif ont effectué une sortie devant la presse pour dire explicitement qu'ils allaient œuvrer à l'arrêt du processus parce qu'ils craignent donc le réveil des vieux démons de la violence. Ils prônent les réformes avant toute élection au Togo. Qu'en dites-vous? Avant d'en arriver à ce point, je voudrais revenir au groupe Tchobé pour dire que c'est des gens qui veulent un peu amuser les Togolais pour faire parler d'eux. Quand vous les regardez, tous ceux qui composent ce groupe, vous avez Abbas Kaboua, vous avez Kwande Adjare, vous avez Claude Ameganvi. Je me réserve de parler pour le moment Alberto, Tchadam, j'en viens à lui. Donc c'est pour vous dire que quand vous connaissez Claude Ameganvi, vous connaissez Abbas Kaboua, vous connaissez Kwande Adjare, c'est Nicodème. C'est des gens qui ont un passé qui est tristement célèbre, à mon avis, politiquement. Vous voyez Kaboua, vous voyez son parcours politique, vous comprenez ce que c'est que cet homme-là. Vous reprenez Ameganvi, depuis la conférence jusqu'à ce jour, vous savez qui ce monsieur est. Vous revenez à Kwande Adjare, c'est la même chose. Donc c'est des gens qui ont conscience, qui ne peuvent rien faire. Parce que la question que je me pose, c'est vrai, on est en démocratie, mon confrère l'a dit. Tout le monde peut essayer de sortir ses sentiments, d'exprimer ce qu'il pense par rapport à quoi que ce soit qui se déroule sur le territoire national. Mais quand même, qu'on nous dise au nom de quoi ces gens-là se retrouvent pour vouloir empêcher un processus qui est enclenché et qui est déjà en train d'activer les principaux partis qui sont même représentatifs à l'Assemblée. Nous sommes Togolais. Quand vous allez à l'Assemblée, vous voyez que UNIR a 62 députés. L'ANC a 16 députés. Gogué en a autant pour lui. Ça veut dire que quand vous prenez UNIR, il y a une population qui est derrière ce parti-là. Mais au même moment, il y a un autre parti représenté au Parlement qui n'est pas dans... J'en viens. Vous voulez parler du cas? Ou bien de qui? Ben, bien sûr, du J'en viens. Donc, quand vous regardez le poids que ANC représente en termes de représentativité à l'Assemblée, le poids que UNIR représente, le poids que Gogué représente, vous voyez que c'est eux, ils peuvent parler, ces partis-là, qui se sont engagés dans le processus, peuvent oser parler d'une quelconque population togolaise. Mais vous sortez de nulle part et vous n'avez rien de représentativité, ni derrière vous, ni devant vous. Vous sortez pour oser bloquer tous ces grands partis-là qui s'aventurent ou qui vont à une élection pour s'essayer. Moi, je crois qu'il faut arrêter de s'amuser. Le Togo est un État, est un pays de droit, un pays démocratique qui ne peut plus aller accepter que des individus de cet calibre-là viennent tout basculer. Je reviens à Tchadam. Avant d'aller à Tchadam, poser la question à Abbas. Est-ce qu'aujourd'hui, il faille minimiser les actions de ce mouvement? Mais c'est minime. C'est minime. Je voudrais retrouver Abbas avant que vous ne parliez d'Atchadam. On ne peut pas minimiser, mais c'est leur droit de faire. Mais par rapport à ce qui se passe,
à la sensibilité qu'il y a actuellement, l'ampleur que ça donne. Regardez les sit-ins qui ont été organisés la dernière fois devant le siège de la CENI. Ils n'ont pas pu arriver devant le siège de la CENI. Le premier sit-in, on pouvait compter au bout des doigts ceux qui étaient assis là-bas. Le second meeting, on pouvait s'asseoir, compter les gens là. Parce que quand vous prenez ceux-là qui disent « je parle au nom du peuple », je parle au nom du peuple, et de quel peuple s'agit-il? Regarde, lorsque l'ANC n'est même pas dans le coup de leur arrêt de processus, combien de gens sont sortis derrière ce groupe Tchobé, ce front Tchobé et les partis politiques qui le composent. Donc, c'est par rapport à ça qu'on dit que c'est leur chose, c'est minime. Il ne faut pas mettre les Togolais dans la confusion totale, éviter de faire de telle sorte qu'il y ait violence et autres, parce que chez nous on dit l'oiseau qui appelle la pluie, c'est sur sa tête que ça descend. Quand ça va commencer, eux-mêmes, ils vont aller où? Parce qu'il ne faut pas prôner la violence. Et faire de telle sorte que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. Lorsque vous n'avez pas quelqu'un derrière, parce que j'ai entendu Nicodème Abia que même si les gens n'étaient pas sortis, ils ont manifesté et ceux qui passaient sur le boulevard s'arrêtaient pour regarder. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas comme ça on mène une révolution, ce n'est pas comme ça on mène des actions. Il faudrait avoir des gens derrière. Les gens peuvent s'arrêter vous regarder par curiosité pour dire mais qu'est-ce que c'est la fond ici? Donc ça ne donne pas chose. Il faut avoir la popularité des gens qui vous soutiennent avant de mener une action plus réaliste et d'envergure concrète qui peut aboutir à quelque chose. Il ne s'agit pas de dire qu'on nous voit et puis c'est fini. Très bien, nous avons moins de 4 minutes dans cette émission. On va retrouver Yves Gallet par rapport à cette situation. C'est vrai qu'hier, on a suivi, je ne sais pas si vous l'avez suivi, Maître Attage Sajavon sur un plateau de télévision où il a posé une question. Vous pensez que si nous étions, comme nous étions au niveau du CST, nous étions mêlés à ce mouvement, c'est le nombre là que vous allez retrouver à cette manifestation? Est-ce que ça dit aujourd'hui que lui, qu'on reconnaît au niveau de cette synergie des deux EDA, se désolidarise de ce mouvement? Bien sûr. Oui, se désolidarise. Ça, et ça, il se dit ne pas être d'accord avec la stratégie. Oh, oui, bien sûr. Il faut reconnaître que ce front-là, c'est purement de la coquille vide, par la composition du front même. Vous voyez les acteurs que le confrère Tchaniao a déjà cités et la mobilisation qui est autour des manifestations de ce front. Et je vous dis que ce front, carrément, est dans une dynamique de guerre parce que le front et le nom Tchobwe n'a pas été choisi au hasard. Vous imaginez, autant de Ablaresoya. Tchobwe, c'est le slogan utilisé par les Ablaresoya s'ils veulent commettre des crimes. Quand on dit Tchobwe comme ça, quand on prend un être humain comme ça, on peut le casser en même temps. Donc, ils sont dans une dynamique de guerre et je crois que les autorités sécuritaires devraient... Ça peut être le contraire, ils ne l'ont jamais expliqué comme ça. Oui, c'est pourquoi je vous dis historiquement ce que veut dire le Tchobwe là. Donc, ça explique un peu la dynamique dans laquelle ils sont. Il faudrait que les autorités sécuritaires s'activent pour essayer de minimiser minimiser les actions de ce front-là. Aujourd'hui, il faut reconnaître que quand le chef de file de l'opposition et tous sont partis et tous les partis qui adhèrent, adhèrent au processus électoral et s'y engagent, la voix du chef de file de l'opposition compte double aux yeux de la communauté internationale. Tout à fait. Donc aujourd'hui, la communauté internationale trouve que le processus est légal mais et tout va bien. Nicodème Abia dit quand même avoir aussi une certaine communauté internationale. Qui est Nicodème Abia? Écoutez, un leader de parti. Rodrigue, je pense que nous n'allons pas vraiment distraire les Togolais qui nous suivent et qui nous écoutent. Moi, je crois que j'ai déjà dit l'essentiel. Ces messieurs, c'est des plaisantins. Ils ont tout simplement créé Tchobé pour se faire entendre. Heureusement que il y a Habia qui s'en réjouit déjà pour le fait que les passants sur la route d'Aguay les voient et savent qu'il y a quelque chose. Au même moment, vous prenez Abia, Abbas, Kabwa, Pandé, vous revenez prendre tout l'ensemble de ces gens de Tchobé là, ils ont conscience que le processus va avancer. Et là, c'est le danger. Lorsque vous avez une chose dans votre tête, vous dites autre chose et vous présentez autre chose aux populations, tout simplement parce que vous voulez appeler les gens à la violence, moi je crois que c'est là où il y a le danger. Mais les Togolais sont tellement éclairés aujourd'hui qu'ils savent où se trouve l'intérêt du Togo. La preuve,
est que Adjaré, qui est président de la Ligue, Il a pris l'argent. a pris des sous. On les a soutenus au niveau du PNUD pour accompagner cette élection-là, le côté apaisement. Des dizaines de Pour millions. que l'élection soit apaisée. Mais au même moment, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes en train de dire que vous voulez faire une élection, assurer une élection apaisée, on vous donne l'argent pour ça, mais vous revenez mettre le feu. Aucune communauté internationale n'est derrière, ni Rabia, ni Pandé, ni Kabwa, que vous connaissez, vous les connaissez, tous ces gens-là. Donc c'est des plaisantins. Et je crois que la prochaine fois, si j'ai la chance d'être à ce plateau, ce n'est pas la peine qu'on en parle parce que nous sommes en train de leur faire une publicité gratuite. En réalité, on devait avoir honte d'en parler sur le plateau. Et cet événement, c'est les médias qui le créent parce que ces gens-là ne représentent absolument rien. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de ce rendez-vous de votre émission Grand Jury. Merci à tous nos invités. Merci à Amandine depuis Avepozo. Merci à Firmé Ajavon qui nous suit depuis Avedi. Madame Anate Kouméalo, ministre de la Communication, bonjour à vous. Bonjour également à tous les candidats en course pour le scrutin du 15 avril prochain. Je voudrais parler de Jean-Pierre Fabre du CAP 2015, Maître Tchassona Traoré du MCD, Monsieur Komandega Tama de NET, le professeur Tchabouré Aimé Gogué de ADI et Fort Sozimna Nyasimbe de UNIR. Bien de choses à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, Sounet, Élise, Kossivi-Georges. La technique assurée de main de maître pour la télévision par Frédéric Batidé. Merci également à toute l'équipe des médias partenaires. Je veux parler de Radio KMTB à Lomé, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro, sans oublier les deux liens pour les internautes, le www.ebenradio.com, le www.togovision.com. Bien de choses chez vous. Retenez que dans cette vie, on ne fait jamais rien pour les autres. On fait tout pour soi et contre soi-même. Et par conséquent, si vous faites le bien, vous le faites pour vous. Si vous faites le mal, c'est pour vous également que vous le faites. Bonne journée. Au revoir.